Michael Prazan, bonjour. Merci d'être l'invité de Pont Neuf, le magazine hebdomadaire consacré à l'actualité du livre. Votre livre, donc, Souvenir du rivage des morts. C'est un roman, et c'est un roman inspiré de la grande période du terrorisme international des années 70. Fraction armée rouge au Japon, détournement d'avions, camp d'entraînement au Liban. C'était une décennie terrible, finalement. Oui, c'est une décennie qui, au fond, annonce la nôtre. On est dans une première phase de mondialisation en réalité. Alors certes, tramée par toutes ces organisations radicales, mon personnage principal est un Japonais qui a vécu la révolte étudiante de la fin des années 60 au Japon, qui a été beaucoup plus violente, beaucoup plus militarisée que celle qu'a connue la France en mai 68, et qui, comme finalement toute cette génération du baby-boom qui se retourne dans les pays industrialisés contre la génération des parents, qu'ils soient en Allemagne, en Italie, dans une moindre mesure en France, mais surtout aussi au Japon, vont comme ça entrer à la suite de ces mouvements étudiants anticapitalistes, entrer finalement en clandestinité, fonder ces groupuscules terroristes et rejoindre cette internationale qui s'est créée dans les camps d'entraînement de la vallée de la Bekaa au Liban, tenus par le FPLP, le Front Populaire de Libération de la Palestine de Georges Habash, et Wadi Haddad, qui s'occupait justement des combattants étrangers. En même temps, vous avez l'air de dire que ce terrorisme n'était pas dénué de conviction ou même d'idéalisme. Vous avez ce dialogue. Grand-père, c'est quoi un terroriste ? Un terroriste, c'est quelqu'un qui défend des idées qu'il croit justes, mais qui pour cela commet des actes irréparables. Comme tuer des gens, exactement comme tuer des gens. C'est un dialogue entre ce militant de l'armée rouge japonaise et son petit-fils. Alors ça nécessite quand même une petite recontextualisation parce que effectivement c'est un voyage dans les organisations radicales du terrorisme international des années 70, où d'ailleurs toutes les figures qu'on croise, j'ai pas changé les noms, c'est des gens qui existent et qui pour la plupart d'ailleurs sont encore vivants. Donc c'était intéressant aussi de les transformer en personnages, même si c'est une transformation minimale, parce que j'ai respecté ce qu'ils sont et j'ai respecté les faits et les actes qu'ils ont commis. Mais pour contextualiser la citation, il faut expliquer qu'il y a deux récits dans ce roman. Il y a un récit qui se passe sur 3 jours actuellement d'un vieux monsieur qui passe un week-end en famille, un vieux monsieur japonais, et sa famille ignore qui il est parce que il a viré sa cutie et puis il a changé d'identité et il a totalement fait disparaître. Sauf qu'il croise un Allemand qui a fait partie de cette histoire passée. Tout le truc résidant dans le fait que dans les couloirs de ce grand hôtel que lui a payé sa famille avec ses petits-enfants, il croise effectivement un Allemand de sa génération. Et les deux hommes se reconnaissent parce qu'ils ont chacun participé à des opérations communes pour le compte à l'époque du FPLP palestinien. Ils ont tous les deux changé de vie et c'est vraiment cette rencontre qui va raviver les traumatismes de mon personnage et le récit qui se met en branle de ses souvenirs qui en gros va de 1968 à 1974. 1974, mon livre se clôt par l'attentat du drugstore Saint-Germain à Paris, perpétré par Carlos, dont j'essaye d'expliquer le contexte de cet attentat et pourquoi il a été perpétré. Et Michael Prazan, vous avez vécu au Japon, vous êtes l'auteur par ailleurs d'un livre qui s'appelle « Les fanatiques, histoire de l'armée rouge japonaise ». Donc, ces morceaux d'histoire, vous les avez vécus en temps réel. Oui, alors bon, la période que je raconte, j'étais à peine né, puisque moi je suis né en 70 et ça se termine en 74, mais c'est vrai, j'ai habité 2 ans au Japon, je me suis familiarisé à un certain nombre d'histoires que j'ignorais totalement avant cela, et notamment l'histoire de l'armée rouge japonaise, qui est une histoire incroyable. Si on la raconte, les gens croient que vous l'avez inventée tellement cette histoire est filée d'événements invraisemblables, sanglants et avec une très grande violence, avec des désobéissances, désobéissances aveugles, avec des confessions qui sont demandées, avec la soumission à l'autocritique. On a l'impression de vivre
vivre comme dans la Chine maoïste. Voilà, c'est-à-dire qu'évidemment, c'est un groupe qui est très influencé par le maoïsme dans l'air du temps à l'époque. Une partie de ce groupe terroriste va essayer de faire la révolution au Japon. Donc, il y a 30 étudiants, c'est des jeunes gens qui ont une petite vingtaine d'années, qui sont réunis durant l'hiver 72 dans un hiver frigorifique, dans des cabanes de montagne non loin de Tokyo, à Nagano, pour faire des entraînements militaires et donc se préparer à la révolution. Sauf que tout déraille assez rapidement, justement au nom de l'autocritique, parce que et là, on retrouve aussi quelque chose de très japonais. Vous savez, les yakuza, à la moindre faute, ils doivent se couper une phalange ou un petit doigt. Bon, la faute est, à géométrie variable. Il suffit de très peu de choses pour que l'un des membres soit soumis à cette autocritique. Évidemment, ils ne comprennent rien à ce qu'on leur demande. Qu'est-ce que c'est que cette autocritique? Aucune réponse ne convient jamais. Et là, ça va dérailler, ça va devenir un jeu de massacre où ils vont s'entretuer les uns les autres sous les ordres du dirigeant. Un mari qui tue sa femme enceinte de 8 mois qu'il aimait. 2 jeunes frères qui tuent leur frère aîné, c'est des meurtres collectifs qu'ils admiraient. Donc on est dans un monde qui bascule dans l'horreur absolue et dans une situation totalement surréaliste, coupée de la réalité. Il y a Kozo Okamoto qui est tout jeune, qui a 22 ans et qui va aller en Israël pour commettre un attentat à Lod. C'est un drôle de gugus, Kozo Okamoto, parce qu'en prison, il va se prendre de passion pour ses ennemis et il déclare qu'il veut se convertir au judaïsme. Oui, c'est un personnage qui a quand même une psyché assez faible. Il est encore vivant. Bon, ça a été le seul étranger à recevoir la naturalisation libanaise, donc c'est pas rien et c'est vraiment un héros dans la région. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, c'est un peu le déclencheur de l'écriture. C'est, vous savez, le 30 mai 1972, il y a 3 Japonais qui tirent sur la foule de l'aéroport Lod Tel Aviv. Et la première question, c'est comment est-il possible que 3 Japonais se retrouvent dans un aéroport israélien et canarde massacre la foule? Ça va faire 100 morts, 26 blessés. À l'époque, c'est presque un retentissement aussi énorme que le 11 septembre 2001. Ça fait la une de tous les quotidiens du monde. Et comment est-ce qu'on en arrive là? Donc c'est ça que j'essaye de raconter. Et cerise sur le gâteau, ces 3 Japonais, et ça c'est une première depuis l'après-guerre, aujourd'hui on y est familier, avaient pour but évidemment de faire le plus de morts possible, non pas à la bombe, mais à la Kalachnikov, à l'arme automatique. Et ils devaient se tirer la dernière balle, parce que cet attentat devait être un attentat suicide. Les 2 autres meurent dans l'attentat, mais Kozo Okamoto, qui n'a plus de balles, ne parvient pas à se tirer la dernière balle. Il fait exploser une grenade, pensant se faire exploser avec elle, mais la grenade est défaillante et elle n'explose pas. Et donc à ce moment-là, effectivement, c'est le seul rescapé. Et lui, il va passer en jugement en Israël et va demander, réclamer à corps et à cri durant tout le procès la peine de mort pour lui, non pas pour expier ses fautes, mais pour finir la mission. Parce que le sens de l'obéissance dans ce genre de groupe, et qui plus est japonais, conduit à ce type de comportement. Et ça va excéder les juges israéliens qui ne lui accorderont pas la peine de mort. Toujours est-il qu'ils le condamnent à perpétuité. D'ailleurs, il n'y a pas de peine de mort en Israël, chacun le sait. Sauf pour les crimes de terrorisme, qui est hérité du droit anglais sur le mandat palestinien des Britanniques. Donc c'est intéressant aussi cet aspect-là. Alors, il y a une question qui se pose quand même à propos de Kozo Okamoto comme de beaucoup d'autres. Le Japon n'est pas antisémite, il ne sait pas ce que c'est, et qu'être antisémite, il n'a jamais vu de juifs. Mais alors pourquoi chez ces jeunes militants japonais cette hostilité profonde à Israël et aux Juifs? Je suis pas sûr qu'à l'origine il y ait une hostilité profonde à Israël et aux Juifs. Je suis pas sûr qu'ils savent même à l'époque placer Israël sur une carte géographique. Ce qui va se passer, c'est que il y a cette grande idée qui structure les mentalités de cette jeunesse radicale de l'époque, et on a oublié cette idée. C'est la révolution mondiale. À l'appel, quelques années plus tôt, de Che Guevara, il y a l'idée qu'il faut ouvrir des foyers de lutte dans différentes parties du monde pour que le monde bascule dans la révolution mondiale, c'est-à-dire la révolution socialiste. Or, ce groupe se fait, l'armée rouge japonaise, laminée par la répression policière au Japon et doit quitter le pays. Donc il cherche une terre d'accueil. Or, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Eh bien, le FPLP, très opportunément, de manière opportuniste, va envoyer des émissaires dans les grandes universités occidentales, en Allemagne, mais aussi en France,
et au Japon. Et ces militants du FPLP, ces militants palestiniens, vont convaincre les certaines franges les plus radicales que le vrai combat contre le capitalisme, contre l'Occident, eh bien, il se trouve dans la ligne de front, disent-ils, entre Israël et les Palestiniens. D'un côté, on a les damnés de la terre, et de l'autre, on a les suppôts du capitalisme mondial, que sont supposément les Israéliens. C'est ça qui va véritablement déterminer leur départ pour ce combat-là. Et puis, c'est aussi une manière, au fond, de faire vivre à l'international le sigle même de leur organisation, c'est-à-dire de l'armée rouge japonaise. Question de Steve. Michael, qu'est-ce que leur apportent en retour les terroristes palestiniens du FPLP, peut-être en termes d'idéologie et d'expertise opérationnelle? L'illusion, d'abord, au fond, d'une première mondialisation qui se fait sur des fondements idéologiques et politiques, et donc d'une certaine perception du marxisme, de ce que doit être la révolution, etc. Donc il y a le sentiment d'être moins isolé que sur la scène purement japonaise, où ils ne sont plus du tout les bienvenus. Donc ça, c'est une chose. Ils leur apportent une visibilité. Grâce à cet attentat, eh bien, ils vont être célèbres durant un moment, en tout cas, dans le monde entier. Et ça, ils n'auraient pas pu le faire en restant opérationnels uniquement sur le sol japonais. Et puis, ils vont leur offrir des soutiens partout dans le monde. Et quand je dis des soutiens, il faut pas oublier l'époque. À ce moment-là, eh bien, il y a toute une partie du monde où ils sont totalement intouchables, que ce soit en Roumanie, que ce soit en Europe de l'Est, etc. Ils ont des plans, qu'ils ont des financements, ils ont des armements qui viennent au fond du bloc socialiste ou soviétique. Donc tout ça n'est pas négligeable. Il faut quand même essayer de se remettre dans le climat de l'époque. Ils sont des parias, mais pas partout. Michael Prazan, pourquoi voit-on surgir à un moment donné dans cette histoire la figure de Jean-Luc Godard, le cinéaste? Elle est étonnante, cette référence. C'est très intéressant parce qu'il faut pas oublier que au début des années 70, Jean-Luc Godard fait un film anti-israélien financé par l'OLP. Donc il y a une passion de Godard pour les Palestiniens durant cette période-là, et c'est ça qui est fort intéressant. En réalité, la clé de la Palestine, entre guillemets, est donnée aux étudiants, je l'ai dit, par les émissaires palestiniens qui viennent dans les universités occidentales ou japonaises, mais surtout par un groupe de cinéastes qui a en gros 10 ans de plus que la génération radicale que je décris et dont fait partie mon personnage, qui sont des cinéastes révolutionnaires, principalement anarchistes, qui n'arrivent pas à faire leurs films. Et donc, ils vont trouver le moyen de faire des films grâce à une petite maison de production qui s'appelle Nikatsu, qui est une maison de production érotique et pornographique, et qui va dire à ces cinéastes qui vont s'engouffrer dans cette brèche, en gros, vous faites ce que vous voulez pourvu que vous mettiez dans vos films une ou deux scènes pornographiques et tout ira bien. Donc ils vont profiter de cette opportunité pour faire des films qui sont à moitié pornographiques, avec une utilisation politique de la pornographie, qui sont instrumentalisés un peu comme des cocktails Molotov pour dynamiter la société japonaise, et qui, dans le même film, sont des espèces de brûlots politiques où il y a une apologie du terrorisme, il y a une apologie de toutes ces idées subversives de l'époque, et eux, principalement, vont s'intéresser à la question palestinienne. Et c'est eux qui vont véritablement être aux premières loges de cette idée d'exportation du terrorisme au niveau international via les mouvements palestiniens et via les camps d'entraînement de la vallée de la Beka. Et les deux grands leaders de cette fraction très politisée de ces cinéastes qu'on va appeler les cinéastes pink sont des admirateurs absolus de Jean-Luc Godard. Donc, c'est aussi ça le lien. Alors, je vous l'ai dit avant qu'on rentre dans ce studio, ce qu'on peut regretter, ce que je l'ai personnellement regretté, c'est l'absence de background, notamment français. En dehors de cette allusion à Jean-Luc Godard, il y avait à l'époque, notamment en France, et vous le savez, une grande empathie, une palestinophilie totalement débridée dans l'opinion, dans la presse, à gauche notamment.
Je sais bien que ça n'était pas votre sujet, mais est-ce que vous êtes conscient de je de suis cela? conscient absolument de tout ça, mais j'ai joué le jeu, c'est-à-dire que je suis dans la tête d'un personnage qui n'a rien à voir avec moi et qui plus est japonais. Et ce japonais est amené, au gré des attentats, des rebondissements qui se passent dans ce milieu-là et dans sa vie personnelle, va être amené effectivement à rejoindre un réseau qui s'est constitué à partir de 1974 à Paris. Donc c'est la dernière partie de mon livre, et qui est basé à Paris pour fomenter des attentats un peu partout en Europe et pas seulement à Paris. Lui va être amené presque par hasard à rejoindre ce réseau parisien qui a réellement existé et qui va se conclure par l'arrivée de Carlos, d'ailleurs, au sein même de ce réseau. Carlos Illich Ramirez Sanchez, pour qui s'en souviennent, qui était quand même l'ennemi public numéro 1, membre du FP et lui-même vénézuélien. Et mon personnage, je me mets dans sa tête. Et lorsqu'il arrive à Paris, il n'est pas du tout conscient des contextes politiques. Enfin, c'est quelque part un touriste, d'une certaine manière, un touriste terroriste. Et donc, il n'est pas conscient de toutes ces ambiances et ces contextes purement français. Ce qu'il voit simplement, c'est ce qui se passe. Et ce qui se passe, c'est d'une part l'arrivée de Carlos dans le jeu, et son arrivée est tonitruante parce qu'il pose une bombe à l'ORTF, mais aussi au magazine L'Arche, et dans différents médias juifs. Donc il y a déjà cette obsession anti-juive chez Carlos qui est très affirmée, et je vais pas raconter toute l'histoire, mais elle est racontée en détail. Ceci va avoir pour conséquence la prise d'otage par l'armée rouge japonaise de l'ambassade de France et de l'ambassadeur Jacques Senard à La Haye en 74, et concomitamment au lancement d'une grenade dans le drugstore Saint-Germain, dont beaucoup se souviennent encore, toujours en 74, et au même moment, et les deux histoires sont liées. Vous dites, les faits relatés dans ce roman sont véridiques. Et de fait, vous avez condensé plusieurs attentats, certains qui ont eu lieu, d'autres qui n'ont pas eu lieu, mais qui ont failli avoir lieu. Il y a effectivement l'attentat de Lod, l'attentat de Publicis, les attentats de Carlos, ceux qui se sont déroulés et ceux qui l'avaient en préparation. Et quand il y a eu une perquisition dans ces locaux, on a trouvé les plans du centre Rachi, etc. Donc, c'est ça finalement, chacun des attentats correspond à quelque chose de vrai ou qui a failli s'avérer. Tout est vrai, c'est une reconstitution minutieuse jusque dans les dialogues ou les prises de parole de certains personnages qui sont absolument authentiques. J'ai vraiment voulu reconstituer au plus près et au plus juste ce qui s'est passé. Et ces différents attentats, j'essaye de montrer qu'ils ont en fait tous un lien les uns avec les autres, y compris d'ailleurs celui que j'évoque très brièvement de Kiryat Shmona, qui va valoir d'ailleurs l'expulsion du territoire israélien de mon personnage et du personnage de l'Allemand qui lui est inspiré très concrètement de Hans-Joachim Klein, qui a été le partenaire de Carlos durant cette période-là. Au fond, vous avez qualifié dans un livre précédent ces gens-là de fanatiques, et au fond, quand on lit votre livre, c'est le fanatisme qui domine. Il n'y a pas véritablement d'idéologie construite. Il y a un fanatisme qui va tout simplement au bout de lui-même. Voilà. Oui, et puis il y a toujours cette interrogation, pour moi en tout cas, qui structure ce que je fais. Quand je m'intéresse au nazisme, quand je m'intéresse au terrorisme, quand je m'intéresse aux frères musulmans, quand je m'intéresse à ces Japonais fanatiques, c'est toujours la même question. C'est comment est-on capable, au fond, de faire disparaître l'humain au profit de symboles? Comment est-ce qu'on est capable, pour le meilleur des mondes, au nom d'un idéal, de tuer en masse des gens? Et ça, c'est une question qui me taraude depuis de très très nombreuses années. Et c'est encore un versant de ce questionnement-là que je livre dans ce roman. On sait que vous êtes cinéaste, vous allez le porter à l'écran ?
J'aimerais bien, mais pour l'instant, ça coûterait très cher. Donc, on verra. Pour l'instant, c'est malheureusement pas d'actualité. Alors, comme on a encore 2-3 minutes, je vais vous faire le questionnaire, vous n'allez pas y échapper, le questionnaire Pont-Neuf. Alors, je n'y suis absolument pas préparé, je ne le connais pas. Non, vous ne le connaissez pas, c'est le principe. Êtes-vous ceci, êtes-vous cela? Vous pouvez répondre oui ou non, vous pouvez répondre l'un et l'autre, l'un ou l'autre et aucun des deux. Bon, ça va, c'est libre. Êtes-vous Michael Prazan, Tolstoï ou êtes-vous Dostoïevski? Dostoïevski. Êtes-vous Balzac ou êtes-vous Victor Hugo? J'ai envie de vous dire les deux. Êtes-vous Philippe Roth ou êtes-vous Saül Bellow? Philippe Roth. Êtes-vous Soutine ou êtes-vous Modigliani? J'hésite, Modigliani. Êtes-vous Rachi ou êtes-vous Maïmonide? Là, c'est plus dur. Allez, Maïmonide. Maïmonide. Êtes-vous... Malgré la récupération a posteriori par l'islam. Êtes-vous Jabotinsky ou êtes-vous Ben Gourion? Ben Gourion. Êtes-vous Twitter ou êtes-vous Facebook? Facebook, puisque je suis pas sur Twitter. Très bien. Très bonne réponse. Que vous allez en tirer, mais... Vous aviez moyen quand même de dire une phrase pour chacun, mais vous avez répondu... il fallait me le dire. D'accord, très bien. Ça sera pour le revenons-y. prochain... Ça sera pour le prochain roman. Écoutez, Michael Prazan. Je veux dire quand même quelque chose sur la première question. Certes, Tolstoï est plutôt philosémite et Dostoïevski plutôt antisémite, mais malgré tout, Dostoïevski est pour moi le plus grand écrivain de l'histoire de la littérature. Tolstoï a appris l'hébreu à la fin de sa vie, avec le rabbin Minor. Mais bon, vous choisissez Vous m'aurez demandé Solzhenitsyn ou Chalamov, je vous aurais dit Chalamov sans la moindre hésitation. Eh ben, je vais introduire. Il n'y avait pas cette question dans le questionnaire Pont-Neuf, mais on va l'introduire. Ça sera un codicile, Michael Prazan. Merci. Votre livre Souvenir du rivage des morts, paru aux éditions Rivage. Merci à vous. Merci.